Espace TV, le 22h. Vous êtes à Bofossou dans Massanta et sur la côte de Sandia dans Gekedou. Il est 22h et en temps universel, merci de regarder Espace TV pour vous informer. Bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La grande attente pour la nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement pour conduire la transition en Guinée. Le meilleur mercredi, Mohamed Beavogui mesure déjà la lourde tâche et les défis qui l'attendent. Il mise principalement sur l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et la réconciliation nationale, entre autres. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis la société Guy Teresa sort de son silence et répond au patron de Ebomaf. Ansman Kamara qualifie d'allégations mensongères les accusations de Mohamed Bonkongo qu'il a récemment cité dans l'affaire de construction des routes Kankan-Kissidougou-Kankan-Mandiana. Vous l'entendrez également dans ce journal. Et comme tous les jeudis, l'actu sport en Guinée, en Afrique et dans le monde, ce sera en fin d'édition avec Paul Fatia Tunkara. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir. Son visage et son parcours sont désormais connus. Le Premier ministre chef du gouvernement de la transition s'appelle désormais Mohamed Beavogui. Il est ancien fonctionnaire international. À peine nommé par le CNRD, le nouveau Premier ministre se penche déjà sur les objectifs. Et il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens et de la réconciliation. Une lourde tâche, Mohamed Beavogui dit en être conscient. Antoinette Dédé Onivogui d'Ekosuma sont allés à sa rencontre ce jeudi suivi. C'est un Mohamed Beavogui confiant et conscient du défi qui l'attend dans la conduite de cette transition en République de Guinée. Pour lui, l'heure n'est plus au beau discours, mais plutôt des actes concrets. Nous savons ce que nous voulons. Avec beaucoup plus de précision, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce pays-là puisse avoir les bases qu'il faut pour se construire comme une démocratie juste, équitable et au service de ses populations. Parce que finalement, une administration, c'est quoi? Ce n'est pas une administration pour se servir, c'est une administration pour servir les citoyens. Les biens de l'administration sont les biens des citoyens. C'est une très grosse responsabilité. Mais nous allons essayer de faire en sorte que cette responsabilité soit assumée avec honneur et dignité. S'agissant de sa mission et celle de son gouvernement, l'ancien sous-secrétaire général de l'ONU est clair. Nous n'avons pas un rôle de développement. Nous avons une mission à délivrer. Mon gouvernement sera un gouvernement de délivrables bien précis. Et nous allons être honnêtes sur ce qu'on peut faire et on doit faire. Durant cette période transitoire d'une durée inconnue pour le moment, la junte a promis par la voix de son Premier ministre de procéder à une refondation de l'État, rédiger une nouvelle constitution, lutter contre la corruption, réformer le système électoral, organiser les élections et réconcilier les Guinéens. Le rôle du gouvernement, est de créer toutes les conditions pour que justement les Guinéens puissent se parler, se réconcilier, travailler pour tous, pour la Guinée. Ça, c'est notre rôle. Faire en sorte que les ressources soient là, que les moyens soient là et que le pays fonctionne correctement. Nous n'avons rien à inventer, nous n'avons pas de plan quinquennal ni de plan triennal à mettre en place. Nous devons faire marcher le pays à la satisfaction et donner l'exemple pour que dans le futur ça suive. L'important, encore une fois, c'est de construire les bases du changement. La justice, l'administration qu'il faut pour que, d'une part, le volet politique se déroule dans les meilleures conditions et que le meilleur gagne aux élections à la fin. Nous sommes là, comme l'a dit le président, nous sommes là pour servir, pour créer ces conditions et partir. Faut-il prévenir le nouveau Premier ministre quant aux sirènes de démagogues qui pourraient l'envahir et lui faire perdre sa mission? D'ores et déjà, sa maison ne désemplit pas. Et de louanges résonnent à distance pour dire que beaucoup de dignitaires de l'ancien régime d'Alpha Condé prêtent déjà allégeance au CNRD.
Antoinette Dédé Onivogui. Mohamed Beavogui est l'homme qu'il faut pour cette transition. Ceci est en substance l'appréciation d'acteurs politiques qui ont réagi à la nomination mercredi du Premier ministre de la Transition. Et il s'agit entre autres de Dr Faya Milimouno du Bloc libéral et Mamadouba Badiko qui promettent qu'ils ne tarderont pas à dénoncer s'ils ne répondent pas aux attentes des Guinéens. Justin Leno, Aboubakar Din Kamara. Mamadi Doumbouya avait bien promis qu'aucun ancien dignitaire ne fera partie du nouveau système. La nomination de Mohamed Beavogui réjouit les opposants. C'est le cas de Mamadouba Badiko de l'Union des forces démocratiques qui affirme que le nouveau Premier ministre n'est pas de l'ancien système qui le qualifie de corrompu. Mohamed Beavogui peut être l'homme de la situation. La première chose, c'est qu'il en a les compétences, des compétences reconnues au plan même international, qui a ses exigences, qui ne sont pas celles de la Guinée. Et il a un engagement patriotique. C'est quelqu'un qui a une certaine ambition réellement de rassembler tous les Guinéens. Mais l'autre élément qualitatif, c'est qu'il n'est pas du sérail. Il n'est pas engagé dans le système politico-ethnique corrompu guinéen. Dr Faya Milimouno du Bloc libéral lui aussi dit connaître Mohamed Beavogui. Selon l'homme politique, le parcours de l'homme est rassurant. L'homme que je connais, et il faut ajouter le fait qu'il n'est pas politiquement affilié à une formation quelconque. Et ça, c'est un atout également, parce que ce qui va arriver à un moment donné de cette période transitoire, il sera question de laisser une compétition se faire de façon équitable. Le leader du Bloc libéral ajoute que le peuple de Guinée ne fera plus de cadeaux à tous ceux qui voudront décevoir la nation. D'ailleurs, les voix ne tarderont pas à s'élever, ajoute-t-il. Ce sur quoi nous avons toujours insisté, c'est de faire en sorte que la justice établisse. Et c'est ça, en fait, un chantier extrêmement important de cette période transitoire. Il faut que les audits soient faits. Les audits ne doivent pas se limiter aux 11 dernières années. Il faut qu'il y ait des audits pour que l'on comprenne ce qui s'est passé. Après sa nomination, l'opposition souhaite à ce que Mohamed Beavogui touche les sujets les plus attendus, notamment la rentrée des classes, le panier de la ménagère, mais aussi les infrastructures routières. Et sans compter les problèmes du pouvoir d'achat, les problèmes économiques et le blocage total de la machine de l'État depuis pratiquement 3 ans qu'on est engagé dans ces affaires de 3e mandat. Ses opposants sont unanimes que Mohamed Beavogui a du talent. D'ailleurs, lors de la grève générale de 2007, sous le régime de feu général Lansana Conté, il avait été choisi parmi 4 personnes proposées pour le poste de Premier ministre. Un choix que l'ancien président feu général Lansana Conté ne fera pas. Parlant toujours de cette transition, la coalition des organisations de la société civile a présenté ce jeudi son mémorandum à la presse. Composé de 7 pages, ce document de conduite de la transition a été remis aux nouvelles autorités du pays. Pour l'émergence d'une Guinée nouvelle, la coalition propose, entre autres, d'organiser une transition de réforme qui vise à assainir les finances publiques et mettre les Guinéens au travail. Rosaline Gauthier-Monemou, Aliouba. Cette coalition est composée de 10 organisations de la société civile guinéenne. Elle compte veiller sur l'application de tous les engagements pris par le CNRD depuis la prise du pouvoir. Pour la réussite de la transition, la coalition suggère à la junte, entre autres, la restauration de l'état de droit par la justice et l'organisation d'un dialogue politique. Organiser les états généraux de la justice, organiser un dialogue politique inclusif, la définition et la présentation d'un chronogramme objectif et réaliste. Dans ce mémo de cette page, la coalition propose 5 axes prioritaires pour une transition réussie. Unité nationale, justice et citoyenneté. La promotion de la bonne gouvernance, du contrôle et la répression des délits économiques, financiers et administratifs. Réforme du système politique pour une démocratie de développement. Les réformes de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement local. La promotion de la diplomatie pour la justice transitionnelle et la régulation des médias et de l'information. Pour le choix du Premier ministre en la personne de Mohamed Beavogui,
La société civile s'abstient de juger l'homme. Elle reconnaît cependant que son CV est riche et compte attendre les actions de l'homme pour les appréciations et critiques. Nous pensons aujourd'hui, après ce décret, que l'homme, à travers son CV que nous avons pu parcourir, répond à un certain nombre de critères. Mais comme vous le savez, on ne peut pas juger l'homme avant qu'il ne commence à mener ses actions. Il sera jugé à travers ses actions sur le terrain. Ce qui est important pour nous, c'est de lui dire aujourd'hui qu'il y a un travail important qui l'attend. Ce mémorandum a été remis aux nouvelles autorités du pays. La coalition des organisations de la société civile guinéenne s'est comptée sur le Conseil national du rassemblement et de développement pour la prise en compte de ces différentes propositions pour une transition de réforme publique, inclusive, réussie et apaisée en Guinée. Fin hier mercredi à Dubreka de la retraite des hommes de culture. Pendant 2 jours, ils ont réfléchi sur les préoccupations réelles du secteur pour l'élaboration d'un mémorandum qui devrait être remis aux nouvelles autorités. Ceci fait suite à la concertation entre ces acteurs et le CNRD. Bernard Koundouno et Yacouba Traoré nous font le compte-rendu. À la demande des nouvelles autorités du pays, les acteurs culturels se sont retrouvés au cours de ces 2 jours à Dubreka pour élaborer un mémorandum afin de le présenter aux autorités de la transition. Dans ce document, les acteurs ont fait des propositions sur la révision de certains textes juridiques du secteur pour le bénéfice des acteurs à la base. On a regardé tout ce qui est texte juridique, tout ce qui est institution. Après, on parle des patrimoines, des difficultés que nous rencontrons et des propositions. Mais ce qui va vraiment être le document qui va prendre en compte toutes les préoccupations de la culture, ça va être la politique culturelle. Ce document qui va être remis aux nouvelles autorités a permis à ces artistes de faire le diagnostic du secteur culturel tout entier pour favoriser le bon fonctionnement du département de la culture. Pour l'élaboration de cette nouvelle politique culturelle nationale, ils ont sollicité l'expertise de certains doyens du secteur qui ont eu pour rôle le suivi des travaux. Faire en sorte que le document qui va en sortir réponde à des exigences de communication, notamment de réponse à des questions urgentes, des questions concrètes. Nous sommes là pour pas orienter, pas pour proposer, mais pour stimuler la réflexion, peut-être de temps en temps essayer de recadrer un peu. Si les acteurs culturels ont pu élaborer ce document au bout de ces 2 jours à Dubreka, ils ont bénéficié de la confiance d'un partenaire qui a soutenu cette retraite. Et des actions à travers son programme Compétences pour demain, qui intervient sur 2 axes principaux, qui sont l'engagement citoyen et la promotion de l'employabilité des jeunes. Soutien d'élaboration de ce mémorandum des artistes du secteur culturel et artistique. À travers l'élaboration de ce mémorandum, les acteurs culturels gardent l'espoir quant à la prise en compte de leurs préoccupations par les nouvelles autorités. Créée en 2014 par des professionnels de médias guinéens, l'association Média Intégrité de Guinée ne reste pas en marge de la situation sociopolitique et économique du pays. À travers une déclaration rendue publique ce jeudi à Conakry, les membres interpellent le colonel Mamadi Doumbouya sur le respect des engagements et ce contenu dans la charte de la transition. Pour répondre réellement aux maux qui gangrènent le pays, l'association recommande. Je vous invite à les écouter au micro de Djenab Bangoura et Ibrahima Souri Kamara. Or, d'engager l'audit systématique de la gestion de l'ancien régime. 2. D'exiger la déclaration de patrimoine à tous les hauts fonctionnaires de l'État avant leur entrée en fonction et à la fin de leur fonction. 3. De faire la lumière sur les dossiers de corruption et de détournement de fonds publics pendant devant les tribunaux. Notamment, il y a l'affaire 200 milliards francs guinéens au ministère de l'enseignement technique, le détournement des salaires de 2000 fonctionnaires de l'État, le cas de 51 millions au niveau de la RTP.
4. Assurer l'indépendance et l'autonomie financière des organes de lutte contre la corruption comme l'ANLC, la CENTIF et la Cour des comptes. 5 et dernier point, de réhabiliter la loi d'accès à l'information publique pour faciliter le travail des journalistes d'investigation en Guinée. Accusé d'incompétence, d'avoir freiné des travaux et même de prendre de l'argent, l'entreprise Guiter SA réagit aux propos du PDG d'Ebomaf. Ansman Kamara parle des allégations mensongères suite à la sortie récente du patron d'Ebomaf à Ouagadougou. Il était en conférence de presse ce jeudi à Conakry. Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré nous font le point. Pour répondre à Ebomaf, le PDG de Guiter SA est venu avec un document de 5 pages et un tempérament plutôt posé. Au cours de son saut médiatique livré à Ouagadougou, très loin du terrain des opérations, le PDG d'Ebomaf, afin d'expliquer que c'est Guiter qui aurait entravé la poursuite correcte de l'exécution de son projet Kankan-Kissidougou. La direction générale de Guiter s'inscrit en faux contre cette allégation. Pour Ansoumani Kaba, les différends entre Guiter et Ebomaf ont commencé quand il avait demandé à Mahamadou Bonkoundou de revoir ses volumes à la baisse suite à une tentative de surfacturation. Une demande apparemment très osée que n'aurait pas apprécié le PDG d'Ebomaf. Je suis allé dans le bureau de Bonkoundou pour le dire, on vient de me dire que les quantités sont énormes et que cela va influencer le coût du projet. Bonkoundou me répond, il dit, Monsieur Kaba, moi je ne suis pas venu en Guinée pour chercher du travail. Je cherche de l'argent, si je ne peux pas avoir de l'argent, je peux ne pas travailler, je préfère renoncer. Je dis, oui, mais moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas accepter cela. Ça a été le premier problème entre lui et moi. Le deuxième problème, le choix de la mission de contrôle. Guiter n'aurait aucun problème avec le bureau de Louis Berger choisi par le maître d'ouvrage, mais Ebomaf en aurait trouvé un et demande une autre mission de contrôle, sans doute justifiée, selon le PDG de Guiter. Si le bureau de contrôle n'était pas acquis à lui, c'est impossible de décaisser la totalité des 300, de justifier les 305 millions. Raison pour laquelle il a recusé Louis Berger. Et j'ai eu après des échos ou des informations que Louis Berger lui avait fait résilier un contrat sur la zone sud, c'est dernièrement une zone sud-est au Burkina, quand il venait de commencer en 2005. Entre Guiter et Ebomaf, c'est la rupture et chacun remet en cause la capacité de l'autre. D'abord Ebomaf qui qualifie Guiter d'incompétent et Guiter qui renvoie la balle. Le PDG de Ebomaf a prétendu dans sa communication que son entreprise aurait réalisé une centaine d'ouvrages et effectué certains travaux sur le tronçon Kankan-Kissidougou. Chose extraordinaire et impensable par rapport aux dites réalisations. Il importe de porter à la connaissance de l'opinion publique guinéenne que depuis la pose de la première pierre, le PDG d'Ebomaf n'a plus mis les pieds sur le terrain. Il n'est jamais allé à Kankan. Il n'a même pas eu de base vie après avoir encaissé 65 millions. Et il n'avait pas de laboratoire. Il n'avait pas, même des toilettes, il n'y en avait même pas. Dans cette affaire, ni Guiter ni Ebomaf n'avaient été recrutés par un appel d'offres. Mahamadou Bonkoundou aurait pris à la Guinée 185 millions d'euros pour un peu plus de 2 km de route et quelques ouvrages. Ansoumani Kaba, lui, ne compte pas porter plainte et demande aux nouvelles autorités de faire des audits.
Autre clarification, c'est après les accusations du collectif des acteurs impliqués dans la riposte contre la Covid-19. Accusé de détourner de plus de 5 milliards offerts par le gouvernement sortant en guise de prime exceptionnelle, l'Agence nationale de sécurité sanitaire refute en bloc toutes les accusations du collectif. C'est le directeur général de l'ANSS lui-même et son agent comptable qui ont animé un point de presse pour dire leur part de vérité. Je vous invite à suivre les réactions croisées dans ce reportage signé Ali Badara Kamara et Amara Alex Silla. C'est un dossier qui remonte en 2020 lorsque le gouvernement déchu avait offert 5 milliards à l'ensemble des acteurs impliqués dans la riposte contre la Covid-19. Après répartition des primes exceptionnelles, le collectif des agents impliqués dans la riposte contre la maladie à Covid-19 a émis des doutes. Et on a une recommandation et on a 115 personnes qui ont été omis, qui ne sont pas payées. Nous réclamons à l'ANSS de payer les omis. Ensuite, faire l'état financier de tout ce qui a été passé au cours de ce paiement. L'État nous a donné 5 milliards et nous, on a l'état financier de tous nos amis qui ont eu. Et ils ont déclaré que nous sommes à 3 491 personnes dans la riposte qui devraient bénéficier des 5 milliards, où chacun devrait bénéficier d'1 milliard, 1 432 000 francs. Selon nos constats, nous sommes à 2 479 personnes. Il y a un gap de près de 1012. Selon le rapport de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, les 3 491 agents impliqués dans la riposte ont reçu leur prime exceptionnelle. On est parti, on a travaillé ensemble, on a fait le pointage de 3 491 personnes. Après, on a transmis le rapport là au ministère de la Santé. Donc, ces 3 489 personnes payées, ce qui donne un montant total de 4 999 112 000 francs guinéens. À date, il ne reste que 888 000 sur le compte de la NSS qui n'est pas décaissé. Le collectif des agents y voit le gonflement du personnel. Il y a eu une surestimation des chiffres des agents de l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays, l'ANSS avait prévu 500 et quelques agents. Pendant qu'en réalité, à l'intérieur du pays, on avait 337 personnes qui ont bénéficié. L'autre chose aussi qu'il faut ajouter, il y a des sites de l'intérieur du pays, notamment Koya et Dubrika, qui n'ont jamais été fonctionnels, qui n'ont jamais reçu un seul cas de Covid, mais qui ont été comptabilisés. Il y a eu effectivement une surestimation de la part. Pour éclairer toutes les parties prenantes sur ce dossier, le directeur général de l'ANSS se dit ouvert à toute éventuelle vérification des membres du collectif. Je suis au regret de voir que le problème pécunieux est en train d'avoir le dessus sur le caractère volontaire et de sauvegarde de la santé de nos populations. Quiconque, s'il y a des auditeurs spécialisés, l'ANSS est prête à le recevoir pour revenir sur le problème qui a été déjà instruit par notre inspecteur de la santé. Pour le moment, l'on ne sait pas où cette affaire des 5 milliards nous mènera, parce qu'elle a trop duré. Insécurité à Conakry. Dans la nuit du mercredi au jeudi, une pharmacie a été cambriolée à Bessia Rond-Point dans la commune de Matoto. Plusieurs matériels et des produits pharmaceutiques dont la valeur est estimée à plus de 200 millions de francs guinéens ont été emportés par les bandits. Mais ce vol n'est pas une première à la pharmacie Sainte-Élisabeth. Le propriétaire demande donc la bienveillance des autorités pour lui permettre de récupérer ses biens perdus. Fatoumata Bintabari, Ibrahim Assouma, reportage. En plein cœur du rond-point et en face du commissariat central de Bessia, elle se fait dépouiller dans la nuit du mercredi. Les malfrats ont pris leur temps pour déterrer les crochets et couper la caméra cachée pour avoir accès à la pharmacie. Hier nuit, à partir de 22h45, nous avons fermé la pharmacie. On est rentré. Et comme on sait qu'ici, ça circule à longueur de journée, la nuit, jusqu'au matin, ça circule, on est rentré à la maison. Quand en rentrant, on a mis l'argent que j'avais, la vente du soir, j'ai mis l'argent ici. 1 500 000 dans la caisse.
Je dis, comme le matin, l'autre va bien, le jeune pharmacien vient le matin, il va faire la commande. Mais dès le matin, à 6 h du matin, on m'appelle, on me dit que votre pharmacie a été défoncée. Ceci est arrivé le jour où il s'est fait livrer une commande de 9 112 000 francs guinéens. Presque tous les casiers ont été touchés. Les produits importés sont plus nombreux que ceux qui restent. Tous les produits, les CAC1000, tous les produits qu'ils connaissaient, ils ont tout ramassé. Et toute la commande d'hier a été importée ou... Ça a été importé, mais il y a un peu seulement qui reste, mais tout a été pris. À part les produits, ils ont emporté la télé, tout. Ils ont tout pris. Ils voulaient envoyer une base qui était là. Ils ont décidé, ils pensaient que c'est l'argent, mais ils n'ont pas pu emporter ça. Ce qui reste, ça peut aller jusqu'à 100 et quelques millions. Et ce qu'ils ont pris, ça va jusqu'à 200 et quelques millions. C'est la 3e fois que la pharmacie se fasse dérober. Toutes les plaintes portées au commissariat d'à côté sont restées sans réponse. La victime, par ailleurs, n'exclut pas la complicité d'un proche dans cette affaire. Nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Peut-être à côté de moi, il y a des complices. C'est ça, on va essayer de voir. C'est pourquoi j'appelle. Comme on a les caméras, nous allons partir. Ils vont visualiser ça. Ce qu'on va voir, on va essayer de les informer. Oui, on a déjà porté plainte à la police de Bessia ici. Ils nous demandent de faire l'inventaire pour les déposer. Pour remédier à cela, Dr Derrick Pascal Pivy envisage de sécuriser cette zone et demande en outre à l'État de lui venir en aide. Autre fait de l'actualité avec ces multiples questions qu'on se pose. D'abord, comment vivent les migrants retournés en Guinée? Que sont-ils devenus? Ont-ils pu se réintégrer? Envisagent-ils de reprendre le chemin de la migration irrégulière? Élément de réponse à toutes ces questions dans ce reportage de Mamadou Kalisso et Ibrahima Souri Kamara qui ont rencontré quelques-uns. Suivez. Tcherno Boubacar Diallo, 23 ans, est diplômé en génie civil. En 2017, il traverse le désert malien et libyen. Des tortures morales et physiques étaient devenues son quotidien. Le tout couronné de privations de nourriture par les passeurs. Ces douloureux souvenirs le hantent jusqu'à présent. Mes cauchemars me montrent que je suis toujours en Libye. C'est que quand je me réveille d'abord et que je trouve que je suis en Guinée, c'est là-bas maintenant j'aurai un cœur abaissé. Mais si toutefois je fais le cauchemar, c'est pas du tout facile. Bon, à chaque fois je pense à ça, je me dis non, la route là, c'est pas une bonne route. Actuellement, il se bat pour mettre en place sa propre entreprise, soutient-il. Travailler pour moi-même, vu que je suis maintenant ingénieur en génie civil. Aussi, ma passion, c'est de créer mon propre entreprise de construction. C'est mon objectif le plus ardent actuellement. L'aventure de cet autre jeune trentenaire s'est arrêtée au Maroc. Des traces de violence physique et mentale sont encore visibles. Ces chauffeurs de poids lourds mènent un combat permanent depuis son retour pour survivre. Je me débrouille avec des petits business. Si quelqu'un veut le papier, je l'aide à trouver. Je gagne quelque chose dedans. Quel genre de papier? La carte d'identité, le passeport. Cette mère de famille aussi s'est rendue en Algérie pour libérer son garçon de 14 ans pris en otage par des passeurs qui lui réclamaient 100 000 francs CFA. Elle a réussi à rapatrier son fils qui a repris les cours. Le jeune sensibilise actuellement ses camarades sur les dangers de la migration clandestine. Bangali Kanté, lui, n'a pas eu la chance de rentrer au Bercail sain et sauf. Il a subi un accident de travail en Algérie. Après 6 mois d'hospitalisation, il a été rapatrié. Depuis, son mal s'empire. Ça fait 2 ans et demi comme ça, je suis couché au lit. Je ne vais nulle part. C'est mes parents qui m'ont fait tout. Je mange comme ça en couchant, tout. Tout ce que j'ai fait sous le lit ici. Je ne vais nulle part. Des neurologues affirment qu'il peut guérir, mais sa famille manque de moyens. Je demande aux personnes bonne volonté de venir au secours, de m'aider. Vraiment, je suis fatigué. Mes parents n'ont rien. Tous ces migrants ont un point commun. Ne jamais reprendre le chemin de la migration clandestine. Eux, ils sont jeunes, percussionnistes, mais aussi handicapés. Ces derniers temps, le ciel s'assombrit sur eux. Après avoir été délogés par la mairie de Matoto, les ambassadeurs des personnes handicapées
de Guinée sont depuis un an sans abri. À cela s'ajoute la pandémie du coronavirus qui les empêche de bien travailler. Toutefois, ils restent quand même confiants quant à la démarche entreprise par le maire de Matoto. Guéné Bemba Koulibaly et Abdoulaye Kamara les ont rencontrés. Suivez le point avec eux. Tous vivant avec un handicap, ils partagent la même passion, la percussion, un métier qu'ils ont décidé de pratiquer pour ne pas se livrer à la mendicité. Cela fait près d'un an que ce groupe de jeunes est en manque de local pour pouvoir exercer leur métier. Une situation qui s'est aggravée depuis l'apparition de la pandémie Covid-19. Madame, vous n'êtes pas sans savoir que ça a été très difficile, ça a été très dur envers nous. D'ailleurs, avant le confinement, ça a trouvé que nous aussi, nous ne travaillons pas. Parce que là où nous étions, donc on nous a fait quitter là-bas. Donc là où on est maintenant, nous sommes aux côtés d'un mosquée. Donc on peut pas travailler. Le président de l'Action pour le futur des handicapés de Guinée salue l'effort fourni par le maire de Matoto pour leur trouver un cadre. Il ne désespère pas toujours. Le début là quand même, il s'est parti. Parce que là où on nous a envoyé, donc ceci là on dit qu'on ne peut pas rester. C'est grâce à lui encore. Dit non, on va rester. C'est lui qui nous a fait quitter de l'autre côté. Il nous a envoyé par là. Forcément, celui qui veut ou pas, nous allons rester. Et nous sommes là-bas encore pour un temps. Le fondateur de la FAG interpelle la junte militaire afin de venir en aide aux personnes vivant avec un handicap et qui ont préféré faire du sérieux. Je demande maintenant aux autorités de faire le changement, de regarder les personnes handicapées. Surtout les handicapés qui font quelque chose. Parce que ceux qui font quelque chose, si ceci là c'est encouragé, ça va baisser la mendicité. Mais ici, ceux qui font quelque chose, ils sont pardonnés et me disent c'est les patrons qui peuvent faire quelque chose. Pour le fondateur de la FAG, les charges sont énormes. Mais ce n'est pas pourtant qu'il va baisser les bras. Cependant, il invite les autres handicapés à apprendre des métiers pour vivre dignement. Bonne chance donc à ces handicapés. Accident de travail, c'est un ferrailleur et vendeur de pièces détachées à la casse de Sonfonia qui a perdu l'usage de son bras suite à l'explosion d'une grenade. La scène s'est produite pendant qu'il était en train de trier ses ferrailles. Malik Sangana Kamara, Amara Alex Silla l'ont rencontré. Suivez. Daouda Sidibé perd désormais l'usage de son bras droit suite à l'explosion d'une grenade. Ferrailleur et vendeur de pièces détachées à la casse de Sonfonia depuis 2011, il était ces jours-là en train de trier ses marchandises. Soudain, il voit une grenade dont il aura la curiosité de dépêcher sans penser aux conséquences. Je suis resté à trier les ferrailles quand j'ai vu un objet inconnu. On m'a dit que c'était la grenade. Croyant qu'elle n'avait plus d'effet, je me suis mis à la taper avec le marteau. C'est dans cet exercice qu'elle a éclaté et amputé mon bras. Mon pied aussi a été fracturé. J'ai reçu des éclats sur le visage. Le bras droit amputé, le pied aussi touché par les éclats, Daouda suit actuellement ses soins à l'hôpital d'Onka. Alité dans son lit de malade, ce père de famille dit n'avoir pas les moyens pour ses soins. Les charges de la famille l'attendent aussi. Lorsque mon époux travaillait, la dépense ne manquait pas. Il assumait ses responsabilités. Mais avec son état actuel, nous n'avons plus de moyens. C'est pourquoi nous demandons de l'aide aux bonnes volontés. Suite à cet accident, le soutien du président de la Fédération des ferrailleurs de Guinée ne manque pas. Au chevet du patient, il demande de l'aide pour leurs collègues. Cet accident a été vraiment douloureux. Donc nous lançons l'appel à la nouvelle autorité pour qu'elle puisse venir à notre aide. Parce que les ferrailleurs n'ont pas de soutien. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour que les personnes de bonne volonté puissent intervenir par rapport à sa santé. Actif hier, devenu handicapé aujourd'hui, tout le souci de Daouda est de retrouver sa santé. Bon rétablissement donc à Daouda. Les responsables religieux de la commune urbaine de Boké ont initié la lecture du Saint-Coran dans son entièreté et les invocations pour la paix et la quiétude sociale en Guinée. Elle a regroupé à la mosquée centrale de la ville les autorités locales ainsi que tous les imams des différentes mosquées de la commune urbaine. C'est un reportage signé Kadiatou Massa Kamara et Salifou Lifo Sissé.
Depuis le changement de régime par le CNRD, la lecture du Saint-Coran s'intensifie dans les différentes villes de la Guinée. Pour cet inspecteur régional des affaires religieuses, c'est une manière pour les fidèles musulmans de prôner la paix et la cohésion sociale. Ainsi, la réussite, la transition. Réellement, nous prions à Allah, nous le demandons fermement qu'il guide le pas de CNRD. Parce que si ils arrivent, Inch'Allah, à réussir cette transition, la Guinée sera sortie de l'ornière et nous allons connaître la prospérité et le bonheur pour tous les Guinéens. Invité à prendre part à cette cérémonie de lecture de Saint-Coran dans son ensemble, le gouverneur de Boké a félicité l'initiative des responsables religieux dans le cadre de l'apaisement. Ils ne font que leur devoir. Et je sais, c'est la manière de jouer leur partition. Parce que les prières, les incantations, on ne sait pas sur qui ça va être prospéré. Mais je sais qu'ils ne le font pas dans une autre intention. Sinon que la paix, l'amour du prochain, et la compréhension pour qu'évolue le pays. Et en même temps prier pour le CNRD. Le maire de la commune urbaine de Boké estime que c'est le moment opportun pour implorer la grâce d'Allah, afin que nous marchions main dans la main. La Guinée a besoin de prières, elle a besoin de bénédictions qui doivent accompagner les nouvelles autorités, qui doivent accompagner tout le CNRD à la tête de colonel Mamadi Doumbouya, et que les enfants de la Guinée soient unis, qu'on se regarde face à face, et que nous puissions amorcer un aile de développement de la Guinée. Pas trop, c'est trop. Je pense que le moment est arrivé. Il faudrait bien qu'il y ait des prières seules qui peuvent accompagner ce pays-là. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a regroupé 120 imams des 47 mosquées de la commune urbaine de Boké, repartis en 4 groupes. À présent, l'actualité sportive. Qu'est-ce qui a fait la une et qu'est-ce qui fait l'actualité? C'est juste après ça. Pour tout savoir, alors nous recevons sur ce plateau notre spécialiste maison. Il s'agit bien de Paul Fatia Tunkara. Paul Fatia Tunkara, bonsoir. Bonsoir, Daouda. Bonsoir à tous. Merci d'être sur ce plateau pour nous édifier sur les derniers développements du sport, surtout national. D'abord, on commence avec les éliminatoires mondiales 2022. La Guinée et le Soudan, c'était hier, match nul, 1 but partout. Et à Conakry, les supporters s'expriment. Oui, c'est un match nul aux allures de contre-performance, alors que le Maroc, la Guinée-Bissau, chacun a grappillé des points sur la modeste équipe du Soudan. La Guinée, quant à elle, a hypothéqué ses chances de qualification au prochain mondial au Qatar 2022 en laissant filer de précieux points face au Soudan. C'était hier. Score final, 1 but partout. Des critiques, un résultat qui vient exacerber les critiques à l'endroit du sélectionneur français DJ Six du Sili national de Guinée. Pour cette supportrice députée déçue, tout le staff technique dans son entièreté doit pouvoir se remettre en question en vue des prochaines échéances, des prochaines sorties du Sili national de Guinée. J'ai suivi hier ce match avec beaucoup d'intérêt. Franchement, pour moi, c'est une déception. Le Soudan, une petite nation, même si en sport, il n'y a pas de petite nation, mais parlons du Soudan, la Guinée-Bissau, Mozambique, ce sont des nations qui ne sont pas trop connues dans le monde footballistique. On parlait du Cameroun, du Mali, du Sénégal, de l'Égypte. Mais vraiment, il faisait sur le match que j'ai rencontré hier. Imaginez, le Maroc a battu le Soudan, la Guinée-Bissau a battu le Soudan, et nous, on arrive à faire 1-1 contre le Soudan. Imaginez si, est-ce que nous, on peut battre le Maroc et la Guinée-Bissau? Moi, je pense que les joueurs et les encadreurs doivent beaucoup se remettre en cause. Parce que ce qu'on a dit hier, même si on arrive à se qualifier pour le Mondial 2022, ce ne sera pas l'équipe là, ne nous enverra pas bien. Donc il faut vraiment qu'ils revoient leur manière de jouer.
On ne peut pas avoir 11 étoiles scintillantes sur le terrain, mais on peut bien avoir un 11 meilleurs joueurs dans un match. Les individualités doivent pouvoir accepter de couler dans l'amour du collectif pour faire plaisir au public. Une équipe sans âme, sans conviction. Voilà le visage misérabiliste que le Sili national a offert hier aux supporters. Cette supportrice regrette surtout le visage affiché par le Sili national contre le Soudan, qui était pourtant abordable. Moi, je pense que le problème, c'est des individualités dans le terrain. Il n'y a pas de leader. Vous savez, il n'y a pas de leader. Il faut que vraiment les gens savent. Vous savez, en football, tout le monde ne peut pas marquer, mais chacun peut marquer. Tu peux avoir le ballon. Tu es un bon joueur, tu es reconnu, mais tu n'as pas la possibilité de mettre le ballon au fond des filets. Patiente-toi, souffre de donner à celui qui est bien positionné pour marquer. Parce que ce n'est pas une personne qui va gagner. Même si on gagne, ça ne dira pas que c'est Nabi Keita qui a gagné, c'est elle qui a gagné, c'est Morlaï qui a gagné, on dira que c'est l'équipe nationale qui a gagné. Donc moi, je ne suis pas pour les individualités sur le terrain. Il faut que les gens acceptent de jouer avec beaucoup de convivialité. Celui qui peut marquer, on lui passe le ballon pour que vraiment qu'il arrive à nous donner la victoire. Pour ce tour de supporters, le sélectionneur DJ Six a encore affiché ses carences, ses limites dans la gestion de son effectif. Pour lui, le sélectionneur doit pouvoir revoir ses plans avant, au risque de nous éviter un autre spectacle de désolation à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun au mois de janvier 2022. L'avenir de DJ Six, pour moi, ce n'est pas très rassurant. Parce qu'un entraîneur qui vient coacher une équipe, il fait 15 matchs, 5 victoires, 5 matchs nuls et 5 défaites. Pour une équipe qui vise très haut, pour moi, ce n'est pas très rassurant. Pour moi, il faut qu'il essaye, si on lui donne la chance de continuer, il faut qu'il essaye de changer son schéma. Il faut qu'il essaye de trouver un schéma qui est plus adapté, qui va permettre les joueurs à se trouver dans le terrain et se créer plus d'occasions et avoir plus de victoires. Voilà, Paul Pafatia Tunkara, on poursuit et pour terminer d'ailleurs, éliminatoire mondial toujours, mais cette fois des moins de 20 ans d'âme. La Guinée prête, vous le dites, à prendre sa revanche. Oui, après sa défaite au match aller sur un score étriqué d'1-0, but inscrit dans le premier quart d'heure. C'était dans le cadre des préliminaires de la Coupe du Monde des moins de 20 ans d'âme Costa Rica 2022. Le Sili national féminin était rentré en Guinée pour préparer cette manche retour. Le staff technique de la sélection féminine du Sili a mis cette défaite à profit pour corriger toutes les imperfections. Le sélectionneur adjoint du Sili, Dame Sekou Oumar Traoré, revient sur l'entame difficile du match aller, c'était contre les Lyonnaises, mais il estime tout de même que tout est rentré en ordre après quelques jours de préparation à Conakry en vue de se projeter pour le match retour avec beaucoup plus d'efficacité et de responsabilité. On écoute le sélectionneur adjoint du Sili national, Dame Uvan. J'ose vous dire que le début de match n'a pas été facile pour nous parce que les filles ont très mal entamé le match et vous-même vous l'avez constaté, c'est à partir de la 17e que nous avons encaissé ce but. Et à partir de là, juste, il fallait essayer de parler à certaines filles par rapport à leur morale, ce qui nous a aidé à mieux prester en seconde période. On se prépare très bien dans la mesure où dès notre rentrée à Conakry, on s'est mis à la tâche au niveau du staff. On s'est réunis pour tirer les leçons de ce qui n'a pas marché lors de la première rencontre, pour travailler non seulement sur le plan mental, mais aussi physique, parce que ça nous a manqué beaucoup d'agressivité dans le jeu. Parce qu'on avait eu le temps d'observer l'adversaire en première période et nous avons senti que c'est une équipe qui n'était pas aussi présente sur le plan athlétique. Donc il fallait mettre de l'impact dans le jeu, beaucoup plus d'agressivité et jouer beaucoup plus sur l'adversaire que chez nous, chose que les filles ont fait en seconde période. Voilà, on a suivi ces différentes réactions. Paul Fatia Tunkara, merci. Voilà ce que vous avez pu nous fournir ce soir. Merci Daouda, merci à tous. Merci également à vous téléspectateurs de nous avoir regardés. Les programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.